Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre journée de présentation de délire littéraire, en fait, offert par Pouce Carré. Donc, ma collègue Anne-Marie ici présente et moi-même, Nicolas Aumet, nous sommes super heureux de passer la journée avec vous. Aujourd'hui, on va vous faire la lecture, on va vous présenter des livres, on va vous présenter des créateurs, on va avoir la visite de quelqu'un aussi. Et surtout, ça va être un beau moment d'échange parce qu'on a tous le même but, c'est de faire entrer, de faire circuler, de faire voyager la littérature jeunesse francophone à travers les mains des tout-petits de tous les âges. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On commence ce matin notre délire littéraire. On a partagé ça un peu entre pas un peu, on a partagé ça entre maisons d'édition. Et pour commencer ce matin, on a le plaisir, on a trop de livres pour ce qu'on veut vous présenter. C'est toujours ça le beau problème. Anne, tu en sais quelque chose. Donc, je vais laisser la place à Anne-Marie qui est plus concise que moi. Comme ça, si moi je parle dans tous les sens, au moins j'aurai le temps qui reste et je ne pourrai pas trop déborder. Anne-Marie va commencer donc avec les éditions Mammouth Rose et moi, ça va me faire plaisir ensuite d'embarquer avec des livres étonnants de chez Guy Saint-Jean. Anne-Marie, à toi. Merci, Nicolas. Puis avant de présenter Mammouth Rose, en quelques mots, je veux juste vous présenter les Pouce Carré. Qui sommes-nous? Alors, Pouce Carré, c'est une jeune compagnie qui a été lancée à la fin du mois de février, début mars 2022. Donc, on a 6 mois d'existence. Nicolas et moi avons chacun une quinzaine d'années d'expérience dans le milieu de la littérature jeunesse. On a tous les deux travaillé dans le milieu de la librairie, des maisons d'édition, que ce soit en édition, en production, en commercialisation. On a travaillé dans des organismes communautaires pour faire la promotion de la lecture. Donc, vraiment, on connaît tous les maillons de la chaîne du livre. On connaît très bien aussi les francophonies canadiennes en milieu minoritaire. Et nos choix de livres sont faits donc en pensant à notre connaissance du milieu du livre et aussi à notre connaissance du milieu de l'éducation. Donc, notre objectif, c'est de mettre à votre portée l'information existante autour des livres qui sont produits. Parce qu'on sait que les gens qui travaillent dans le milieu de l'éducation n'ont pas le temps de lire toutes les nouveautés qui paraissent chaque année. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a, bon an, mal an, à peu près 700 nouveaux livres qui paraissent juste au Québec et au Canada français en matière de nouveautés jeunesse. Si on prend en plus toutes les nouveautés européennes, on n'a jamais fait le compte, mais imaginez la quantité de nouveautés qui arrivent. Et nous, ben, on imagine comment ces livres-là pourraient être utilisés dans vos salles de classe et on vous transmet l'information. Donc, c'est de cette façon-là qu'on travaille. Comme l'a mentionné Nicolas, moi, je vais faire la première présentation de cette première heure et demie. Donc, jusqu'à 10h30, on est avec les éditions Mammouth Rose et les éditions Saint-Jean. Donc, ce sont 2 maisons d'édition que j'appellerais de la même famille. Il y a plusieurs maisons d'édition comme ça, comme les éditions Saint-Jean, qui décident des fois de partir comme une autre petite maison d'édition qui a un objectif spécifique. Dans le cas de Mammouth Rose, qui est la petite sœur de Saint-Jean, c'est la jeunesse. Alors, vous allez voir que dans ce que je vais vous présenter, c'est vraiment un corpus destiné à la jeunesse. Cela dit, les maisons d'édition, lorsqu'elles publient des ouvrages, elles le font avec une lignée éditoriale, en faisant des choix spécifiques en fonction d'objectifs spécifiques. Et Mammouth Rose a pris un choix, je dirais, astucieux et qu'on voit pas très souvent dans le milieu du livre, c'est que Mammouth Rose a décidé de s'adresser spécifiquement aux parents. Ce qui n'est pas mauvais pour vous parce que n'étant pas, vous êtes peut-être aussi parent, en plus d'être enseignant ou enseignante, mais en décidant de s'adresser aux parents, Mammouth Rose a inclus dans chacune de ses présentations, de ses productions, des cahiers pour aider les parents à savoir comment utiliser les ouvrages avec les enfants. Je vais vous raconter une vieille anecdote pour casser la glace. Quand j'étais en congé de maternité, il y a plusieurs années, je me suis retrouvée à faire du yoga ou je ne sais plus quoi, là, avec d'autres parents qui avaient des jeunes enfants. Et il y a une mère qui était,
je sais pas, peut-être dentiste. On va dire qu'elle était dentiste ou comptable ou, tu sais, un milieu qui n'avait pas rapport avec l'éducation ou le monde du livre. Puis elle me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, je dis, ah, ben, je travaille en littérature jeunesse. Puis elle me dit, ah, ouais. Mais comme, à part lire un livre à ton enfant, qu'est-ce que tu peux faire? Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un apprentissage qui n'est pas nécessairement naturel qu'on peut faire. Donc, il y a tout un apprentissage de comment utiliser le livre avec son enfant. Et c'est ça que Mammouth Rose, probablement que l'éditrice ou l'éditeur chez Mammouth Rose était dans le même cours prénatal que moi, puis s'est dit « Ah mon Dieu, je vais sauter sur l'occasion pour faire une collection qui répond à ces besoins-là. » Ou qu'elle a fait un autre cours où il est arrivé la même affaire. Mais donc, tout ça, cette longue parenthèse pour vous expliquer que la maison d'édition a décidé d'inclure dans chacune de ses productions des dossiers pour les parents. Je commence avec peut-être la collection pour les plus petits. Donc, comme cette journée s'adresse aux préscolaires et aux primaires ou élémentaires, je commence avec du préscolaire. C'est une collection qui s'appelle la collection Marsou, des histoires pour s'éveiller à la lecture. Donc, ici, on est dans des albums tout carton. Vous avez la collection jaune, la verte, la bleue et la rouge. La collection jaune s'adresse aux 6 à 12 mois. La rouge s'adresse aux 12 à 18 mois. La bleue, 18-24 mois. Et la verte, 24-36 mois. Donc, vous avez comme ça des livres qui sont séparés en catégories d'âge. Évidemment, mais chacun des livres évolue. Donc, pour le 6-12 mois, on a par exemple ici La Maison de Marsou. C'est presque un imagier, c'est-à-dire que c'est un ouvrage dans lequel vous allez avoir une ligne de texte par page. Ici, par exemple, Marsou habite une jolie maison dans un petit parc. Puis là, on a des éléments qui nous sont indiqués. La maison, la balançoire, l'arbre et la fleur. Marsou aime jouer dans sa chambre. Il aime aussi y faire dodo. Je ne sais pas si vous voyez, mais Marsou, c'est un vraiment très mignon petit hérisson. Alors, on a le livre, le hochet, l'ourson, le lit, le doudou, etc., etc. Quand on arrive dans les livres pour les plus vieux, donc la collection pour les 24-36 mois, bien, on a une histoire un petit peu plus détaillée avec, disons, un enjeu qui va se présenter. Donc là, ici, on a l'histoire de Marsou qui va recevoir son ami Lilou à jouer à la maison. Puis, ben, Marsou ne veut pas prêter, alors il va avoir une chicane avec son ami Lilou pour savoir qui va pouvoir jouer avec le cheval à bascule, que vous voyez ici. Donc, on voit le texte est plus long. Alors que Lilou s'amuse sur le cheval à bascule, Marsou devient tout rouge et crie « Non, c'est à moi! » Mais Lilou ne veut pas descendre du cheval. Elle aime beaucoup faire du cheval. Marsou se met à pleurer. Donc, vous voyez, à chaque page, le texte est un peu plus long. Mais, et là, je ne vous l'ai pas montré tout de suite, dans la première page, vous avez le fameux dossier pour les parents. Donc, ça s'appelle le guide du parent. On vous explique ici qu'il y a une petite introduction pour vous dire que ce guide vous parle du développement de l'enfant à cette tranche d'âge. Vous avez une page qui vous explique comment utiliser cet ouvrage-là, donc des activités que vous pouvez faire avant, pendant ou après la lecture, puis une page qui vous parle du développement de l'enfant. Donc, on se base sur les 5 grandes phases du développement global de l'enfant, puis on vous explique, bien, de 24 à 36 mois, son développement affectif et social est rendu à tel endroit, et c'est pour ça que ce livre aborde tel ou tel sujet. Cette page-ci, qui vous montre là, des pistes d'exploitation, on va vous dire, par exemple, lorsque vous lisez l'histoire, faites participer votre enfant. Attardez-vous à chaque page. Commentez la situation décrite dans ce livre. Demandez-lui ce qui se passe dans les images. Évidemment, c'est des trucs qui sont donnés aux parents, mais vous pouvez le faire avec un groupe là, de façon plus globale. Hier, je suis allée donner des ateliers dans un organisme communautaire, une halte garderie sur la rive sud de Montréal, où je me suis retrouvée devant, je ne savais pas quels enfants j'allais rencontrer. Je me suis retrouvée avec un groupe d'enfants de 5 ans qui parlaient français. Donc, j'ai lu les Marsou, mais avec un français en apprentissage, disons. Donc, j'ai lu les Marsou 24-36 mois. Puis, je me suis retrouvée avec un groupe de 3 ans qui ne parlait pas du tout français. Et là, j'ai pris les Marsou 6-12 mois, malgré qu'ils avaient 3 ans. Puis, on les a vraiment utilisés comme des imagiers. Et là, les enfants pouvaient me dire dans leur langue
Il y avait des enfants qui parlaient créole, des enfants qui parlaient espagnol. Ils pouvaient me dire dans leur langue les mots que je leur montrais, comment eux le disaient dans leur langue. Donc, on a eu un échange comme ça. J'ai été capable de leur faire une animation littéraire, malgré le fait qu'on ne parlait pas la même langue. Donc, c'est une très belle collection pour les tout-petits. Anne-Marie, est-ce que tu peux oser, Je t'en et prie. ce qui me permet d'ailleurs aux participantes de... premièrement, je vais le dire, il va falloir que je te le dise à chaque fois, c'est ça. À chaque fois que je dis quelque chose, ça veut dire qu'il va falloir que je te le dise à chaque fois, c'est bien ça? À chaque présentation, bon. Moi, j'utilise enseignante, conseillère pédagogique, technicienne en documentation, bibliothécaire scolaire. Je mets tout au féminin. C'est des métiers à prédominance féminine. S'il y a des garçons parmi nous qui œuvrent dans ce domaine, messieurs, sentez-vous pas mal. Soyez autant impliqués que quand on met tout au masculin et qu'on assume que les femmes vont se sentir impliquées. Ce qui est génial avec Marceau, c'est juste ce que je voulais dire, c'est qu'Anne-Marie et moi, on va s'interrompre de manière polie des fois quand on veut rajouter des bribes d'informations. Je trouve la manière que moi, je m'en suis servi. J'ai découvert avec les professionnels qui m'ont dit qu'il y avait un réconfort quand on travaille avec les tout-petits, que la présence récurrente d'un même personnage, surtout quand c'est des lectures graduées, le personnage revient, puis ça, c'est réconfortant parce que chaque aventure de Matsu, ça parle du quotidien, parce que c'est ça, ce groupe d'âge-là, souvent. Donc, c'est vraiment, il y a un sentiment de réconfort de retrouver un même personnage qui va nous accompagner dans notre apprentissage des mots à cet âge-là. Anne-Marie. Puis aussi, c'est vrai ce que tu dis, puis aussi, il m'est arrivé quelque chose d'amusant hier. Bon, ils avaient 3 ans, ils sont probablement plus petits que les enfants avec lesquels vous travaillez, mais j'avais les Marceaux, j'avais un autre livre où il y avait un hérisson qui était illustré, puis j'avais un documentaire où j'avais une photo d'un hérisson. Puis là, je leur ai montré les 3. Puis là, je voyais, là, il y a eu un moment de silence, puis il y a des enfants qui regardaient les 3. Puis là, c'est comme s'ils comprenaient un peu plus ce qui était représenté. Donc, voir une image pour un enfant, mais un hérisson, c'est pas tout le monde qui a déjà vu ça à part de ça. Là. On ne le sait pas, c'est-tu gros comme un éléphant ou c'est gros comme une souris, un hérisson? Si tu n'en as jamais vu, là, c'est pas évident de savoir c'est quoi un hérisson. Puis là, je les voyais regarder, puis il y avait comme vraiment, on voyait les engrenages dans leur tête qui roulaient, là, puis ils étaient en train de comprendre que les 3 images représentaient le même animal. Donc, ça aussi, montrer plusieurs représentations d'un même objet, ça va être super intéressant pour les aider à comprendre là, exactement de quoi vous parlez. Donc, ça, c'était la collection pour les tout-petits. Mais Mammouth Rose ne vous laisse pas tomber une fois que vos enfants ou que les enfants avec lesquels vous travaillez ont grandi. Ils ont fait une collection de tout carton, mais regardez le format. C'est d'immenses tout cartons. C'est rare qu'on a des livres comme ça qui sont faits au Québec avec là, des pages cartonnées et puis un aussi grand format. Et cette collection-là, vous connaissez sans doute l'autrice Martine Latulippe, qui est très connue, qui a fait une grande, grande production littéraire. Vous avez la collaboration de Nathalie Parent. Donc, Nathalie Parent, qui est psychologue, qui a fait des dossiers sur les émotions et un illustrateur ou une illustratrice. Dans ce cas-ci, c'est Stéphanie McKay. Et l'illustrateur et l'illustratrice changent à chaque ouvrage là, dans cette collection-là. Vous avez donc La tristesse de Mahé. Émilie est envieuse. La colère de Fabien et La peur de Mathis, qui est ici en arrière de moi. Comprenez, l'objectif principal de la collection, c'est de traiter des émotions. On est dans des histoires qui se déroulent soit dans des centres de garde à la petite enfance, CPE ou garderie, ou en milieu service de garde. Donc, ça aussi, c'est le fun. C'est le milieu un peu éducatif, mais pas nécessairement en salle de classe. Je vais vous présenter, par exemple, Émilie est envieuse. Donc, ici, on a une histoire assez classique d'une petite fille qui revient au service de garde après les vacances de Noël. Elle a reçu un super cadeau, vraiment. Elle a reçu là, un tapis pour jouer aux jeux vidéo puis danser là, devant sa console. Mais elle est jalouse de la petite fille Juliette qui, elle, est revenue avec une bague. Elle a reçu une bague à Noël, puis elle est jalouse parce que Juliette, elle peut amener son cadeau de Noël à l'école. C'est toute une histoire sur l'envie, mais c'est aussi une histoire sur la culpabilité, puis sur la honte et sur la tristesse, parce qu'Émilie est tellement envieuse qu'un jour, elle va voir la bague qui traîne à côté du lavabo parce que Juliette, elle a enlevé sa bague pour se laver les mains. Puis Émilie, ben, elle va prendre la bague,
puis elle va la mettre dans sa poche. Et là, branle-bas de combat dans le service de garde parce que c'est jamais arrivé que quelqu'un perde un objet aussi précieux. Mais Émilie, elle le sait que c'est elle qui l'a prise. Et son éducatrice va aller la voir, puis lui dire, je vais vous montrer la page. Elle va la voir comme ça ici, puis elle lui dit, il me semble, on dirait que tu veux me dire quelque chose, ma chouette. Tu as l'air malheureuse. Puis là, Émilie, elle hésite, elle n'ose pas parler, ses yeux se remplissent de larmes. Regardez la pauvre petite chouette. Celui-ci, c'est les illustrations de Bach. Je ne sais pas si vous reconnaissez son trait, mais elles sont belles, ces illustrations. Alors, Émilie chuchote, j'ai fait une bêtise. Est-ce que tu veux me la raconter? Émilie fait signe que oui. Mais c'est difficile, elle n'est pas très fière d'elle. Je voulais tellement la bague de Juliette. Elle est trop belle. J'avais beaucoup, beaucoup envie de la voir. Elle se tait, Madame Marianne lui demande. Tu avais tellement envie que tu l'as prise? Les joues toutes rouges, Émilie murmure. Oui. Et là, bien évidemment, ils vont trouver une solution. Ils vont trouver une solution pour qu'Émilie puisse remettre la bague, présenter ses excuses, puis elle va se faire une nouvelle amie. Je vous le donne en mille. Encore une fois, première page. Regardez ça. Il faut que je m'éloigne. Un long dossier qui vous est présenté ici. On est presque à la limite de ce que la technologie peut nous offrir comme espace visuel. Alors, un dossier de 3 pages sur l'émotion qui est représentée, qui a été construit par Nathalie Parent, qui est psychologue, avec une page qui nous présente qu'est-ce que c'est une émotion, les différentes émotions qu'on peut vivre, qu'est-ce que c'est, que sont la jalousie et l'envie, des conseils pour animer l'album, ce qu'on peut faire avant, pendant, après la lecture. Donc, encore une fois, beaucoup, beaucoup d'informations qui peuvent vous appuyer autant dans l'enseignement que dans l'animation du livre. Et là, les enfants grandissent, mais Mammouth Rose ne vous laisse toujours pas tomber et vous présente une 3e collection. Puis là, je regarde l'heure, puis je vais vous en lire un au complet. Ça vous tente-tu? On a le temps. Je vois une personne, moi, dans mon écran, je vois Isabelle Marcellet qui fait signe que ça lui tente que je lise un album. Alors, je vais le faire dès maintenant. Je vais choisir. C'est la collection, en fait, toujours chez Mammouth Rose, des belles histoires pour apprendre à lire. Alors, ce sont ici des histoires plus longues. Vous avez des âges alentours qui vous sont suggérés, par exemple, pré-maternelle 4-5 ans, maternelle 5-6 ans. Vous en avez ici, on est en 2e année, 7-8 ans. Donc, on a vraiment mis les âges là, qui sont recommandés. Les années sont suggérées en année du Québec parce que c'est une maison d'édition qui fait ses ouvrages au Québec, donc ils sont basés sur ce programme-là. Mais vous avez aussi les âges. Donc, au moins, les âges peuvent vous aider à vous orienter si vous n'êtes pas en année scolaire du Québec. Je pense que je vais vous lire Le secret de Crocou Champion parce que j'ai vraiment un faible pour ce petit personnage amusant. Ici, illustré par Marie-Ève Tremblay. Ah, j'ai oublié de vous dire, on ne vous laisse pas tomber. Vous avez encore une fois à la page, la première page de garde, le guide des parents. Dans ce cas-ci, c'est un petit guide qu'on peut ouvrir. Donc là, je vais le faire devant vous. On a une petite enveloppe et 2 éléments à l'intérieur. Vous avez le guide des parents. Ici, les guides des parents sont préparés par Julie Provencher. Vous connaissez peut-être Julie Provencher qui a beaucoup travaillé aussi en médiation de la lecture, en animation du livre en classe, elle fait affaire avec Télé-Québec en classe. Elle a travaillé sur les programmes pédagogiques de Télé-Québec. Vraiment, c'est quelqu'un qui travaille là, depuis très longtemps dans le milieu du livre et de l'apprentissage de la lecture. Vous avez, donc, c'est encore un accordéon, 4 pages cette fois-ci. On vous explique en premier qu'est-ce que c'est apprendre à lire, le rôle du parent dans l'apprentissage à la lecture. Des fois, hein, on se fait demander comment on peut impliquer davantage les parents dans le travail qui est fait en classe. Vous avez des arguments ici. Ensuite, à chaque âge correspondent des apprentissages différents. Donc là, on va s'intéresser ici aux 5-6 ans puisque cet ouvrage-là s'adresse à cet âge-là. Bien choisir son environnement pour être capable de bien faire la lecture puis que les enfants puissent être attentifs. Et à la fin, regardez-moi ça en arrière, vous avez 13 activités et astuces et pistes d'exploitation pour l'ouvrage qui vous est proposé.
Donc, vous avez vraiment beaucoup de matériel. Le travail est fait pour vous. Là. Vous avez toutes les pistes d'exploitation qui sont là-dedans. Puis en plus, regardez ça, c'est un ouvrage qui parle de beurre d'arachide et d'écureuil. Bon, c'est un drôle de sujet, là. Mais vous allez voir, c'est quand même amusant. Donc, vous avez de l'information documentaire. Donc, une page d'information documentaire sur les écureuils, puis une page d'information documentaire sur le beurre d'arachide. Il y en a où l'information documentaire, elle est sur le ballet, la musique, les escargots. Il y a toutes sortes de sujets qui sont abordés par ce biais. Toujours très intéressant. Alors, je vous raconte Crocou Champion. C'est Marie-Ève Tremblay. Est-ce que je vous l'ai dit? Texte et illustration de Marie-Ève Tremblay. Donc, vous voyez ici, on a des personnages attablés à une petite table qui ont l'air de prendre une crème glacée. Ça, c'est nous, c'est Nicolas et moi après les 2 présentations, les 2 journées de présentation. Vendredi, je te laisse choisir, Nico, si t'es le chien ou le chat. Ou l'écureuil. Tu as le choix. Je pense que ça va être ça. Hein? Alors, Normand aime la routine. Il aime quand tout est organisé. Son réveil sonne toujours à la même heure. Ses habits sont toujours les mêmes. Regardez-le. Hein, il se prépare à aller travailler. Chaque matin, Normand mange son éternel bol de gruau accompagné d'une tartine au beurre d'arachide Crocou Champion. Normand raffole de cette sorte. Il a bien essayé d'autres beurres d'arachide, mais ses papilles n'étaient jamais satisfaites. Regardez, hein? Vraiment, là, il a l'air de se délecter. Après son déjeuner, Normand se rend au travail, toujours selon la même routine. Il salue son voisin Bertrand et s'arrête chez Huguette, la marchande de journaux. Sitôt arrivé au bureau, il s'attaque aux colonnes de chiffres qu'il doit classer selon un ordre très précis. Il a été nommé 5 fois employé de l'année le plus ordonné. Alors, vous comprenez, hein, Normand fait toujours la même chose, toujours de façon bien ordonnée. C'est assez prévisible. Mais Normand a une faiblesse. Cette faiblesse, c'est les écureuils. Sous sa journée de travail terminée, Normand marche d'un pas serein vers sa maison. Il fait si beau. Encore une belle journée ordonnée qui s'achève. Mais soudain, il entend un son qu'il connaît très bien. Dans son champ de vision se dresse un écureuil. Normand ne peut se contenir. Il lâche tout et il se met à zigzaguer entre les arbres à la poursuite de l'écureuil. Mais l'écureuil s'est déjà réfugié au sommet d'un arbre. Connaissez-vous des chiens comme ça qui ne peuvent pas s'empêcher de se lever la tête et partir à courir après un écureuil? Là, on nous explique qu'il ne se sent pas très bien quand il perd le contrôle comme ça. Hein? Les écureuils, c'est sa seule faiblesse. Il se sent obligé de les poursuivre. Mais peut-être que c'est parce que ses arrière-grands-parents chassaient les écureuils, les canards et les lapins. Mais lui, il n'a jamais chassé de sa vie. Il achète sa nourriture au supermarché. Il y a même des amis qui sont des lapins ou des canards. Tout penaud, Normand rentre à la maison. Et vendredi, comme toutes les semaines, comme Nicolas et Anne-Marie, Normand rejoint son ami René à la crèmerie. Puis là, Normand va se mettre à raconter à René l'incident qui lui est arrivé, hein, qui s'est mis à courir après un écureuil. Puis il va lui dire, j'ai pas de contrôle là-dessus. Quand je vois un écureuil, je me mets à courir. Ça m'est même déjà arrivé quand j'ai reçu le prix d'employé du mois. Puis un des serveurs, c'était un écureuil. Puis j'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis mis à courir après lui. Et là, son ami René va lui dire, moi, j'ai trouvé une solution à ce problème-là. René lui dit, je te comprends, ça m'est déjà arrivé par le passé. Moi, c'est quand j'entendais des clochettes. C'est un chat. Il dit, mais maintenant, je pense au dauphin, puis j'ai plus de problème. Fait que Normand lui demande, tu penses au dauphin? C'est quoi le rapport? Il dit, ben, un jour, je suis allée dans un spa, puis il y avait des dauphins qui avaient des colliers en clochettes. Puis sur le coup, ça m'a excitée. J'avais vraiment envie de partir courir après les clochettes, mais le calme, la musique que j'entendais dans le spa, l'eau chaude, ça m'a calmée. Puis depuis ce temps-là, à chaque fois que j'entends une clochette, j'ai juste à me remettre dans l'ambiance du spa et puis je suis capable de résister. Alors, peut-être que tu pourrais passer au dauphin. Mais sur le coup, Normand, entends. Il lance tout en l'air, toute la crème glacée en l'air et il se met à courir après un écureuil.
Son cœur se met à battre très fort et une course folle débute. Normand bouscule René qui lui crie « Pense au dauphin! » Mais rien n'y fait. Normand court comme jamais. Il a l'impression d'être un boulet de canon. L'écureuil paniqué grimpe à un immense arbre. Normand grimpe à sa suite, mais l'écureuil a déjà disparu. Où a-t-il bien pu aller? Normand s'accroche à l'écorce avec la grâce d'un hippopotame. René lui crie de tendre ses pattes vers la droite où il pourra atteindre un creux pour mieux s'agripper. Normand s'exécute aussitôt. Et dans le creux, il entend... Que vous pensez qu'il y a dans le creux? Est-ce que quelqu'un voudrait peut-être répondre, soit en ouvrant son micro ou en écrivant dans la discussion? Ou est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui pourrait se trouver dans le creux à ce moment-là? Je suis sûre, là, si vous avez écouté jusqu'ici. Vous pouvez écrire dans la discussion. Des bébés écureuils. Oui, ça se pourrait, hein? C'est beau, trop mignon, petit rikiki, bébé écureuil. Oh. Que Normand va vouloir croquer. Non. Évidemment, vous pouvez faire la même chose. Hein. Vous vous arrêtez pendant la lecture avec les enfants, vous les faites parler un peu. Ils vont être plus loquaces que vous ce matin, les enfants, si vous les faites parler. Ils vont avoir plein d'idées de ce qui pourrait se trouver dans le creux de l'arbre. Mais est-ce que vous voulez savoir ce qui se trouve dans le creux de l'arbre? Ah, est-ce que je le dis ou je le garde pour moi? Bon, Nico, il me fait signe de le dire. Je vais pas vous le lire, je vais juste vous le montrer, puis je vous laisse découvrir tout seul la fin de l'histoire. Et voilà, je pense qu'on commence à comprendre le titre du livre, hein? Le secret du crocou champion. Normand a sans doute découvert disons, comment on dirait ça, son dauphin personnel pour arrêter de courir après les écureuils. Donc, dans cette collection-là, là, je vous en ai lu un qui est à mon sens, bien amusant. Il y a un texte et illustration de José Bisaillon qui s'appelle « Reviens sur Terre, Esther », où on a cette petite Esther qui voudrait construire une machine pour aller dans l'espace. Donc, c'est un livre qui parle vraiment de l'imaginaire, de comment les enfants peuvent vraiment bâtir des projets complets et avoir l'impression de les réaliser parce qu'ils le font par le biais de l'imaginaire. Il y a Lily l'hippopotame et le tutu perdu, où on a une petite Lily qui est une hippopotame qui danse avec son tutu et au moment où elle perd son tutu, elle a l'impression qu'elle ne saura plus danser. Donc, on va pouvoir aborder aussi la confiance en soi, les capacités personnelles. Hein. Est-ce qu'on court vite parce qu'on a des bons souliers ou on court vite parce qu'on a appris à courir? Ça, c'est une bonne question. Vous avez Mimi Pourquoi? Qui va parler du déménagement ici, donc avec un personnage qui pose des questions sur tout ce qui se passe autour d'elle. Donc, vraiment, plusieurs ouvrages. L'As des As aussi de Bertrand Gauthier et Elisabeth Eudes-Pascal, qui raconte l'histoire, et ça peut être pratique en salle de classe. Vous savez, l'histoire d'un personnage qui sait tout. C'est un petit Joe connaissant, à qui on ne peut jamais rien apprendre, mais qui va à un moment donné se rendre compte qu'un peu d'humilité dans la vie, ça peut faire du bien. Donc, vous avez là puis dernière aussi pour terminer, qui est dans une collection, je dirais, assez connexe, là, mais qui n'a pas de dossier pour les parents de la même façon. Les dossiers sont à la fin, là, dans des pages qui sont ajoutées à la fin, comme ça ici. Une petite collection de Violaine Dompierre et Catherine Petit qui s'appelle Petit Panda, qui s'intéresse aussi aux émotions. Là. Petit Panda a peur. Et puis, on a... Je pense que je l'ai mis là-bas. Petit Panda bouge tout le temps. Donc, il s'intéresse aussi à la petite enfance. C'est une collection là, pour les jeunes, je dirais, de 4 à 5 ans. Donc, voilà. Marie, oui, je t'en prie, Nico. Je reviens un peu sur deux choses. Anne-Marie vient nous présenter une collection avec Esther revient sur Terre. Puis au début, quand elle nous a présenté le premier titre, elle nous l'a lu au complet. Puis moi, je vais vous mettre au défi. Puis après le défi, je vais vous dire pourquoi je le fais. C'était quoi le nom du chien qui aimait avoir une routine bien ordonnée? Puis je vous dis, répondez, ça va être plus vite si vous répondez que si j'attends que quelqu'un réponde. Là, vous êtes d'une intelligence supérieure, ça se voit.
Merci, Marie-Denise. Mangez quoi pour déjeuner? Je vais activer vos micros hein, si vous ne répondez pas, je vous le jure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a répondu? Là, je ne regarde pas. Merci. Oui, c'est vrai qu'il y avait 2 éléments. Tu vois, il y avait 2 éléments au déjeuner. Ça aussi, il fallait le retenir. Si je vous demande c'était quoi le nom de son meilleur ami? Vous voyez, moi, je vais vous activer si vous n'avez pas idée. Son meilleur ami s'appelait René. Merci, Oui! Marie-Claude. Et là, vu que vous êtes d'une intelligence supérieure, je vais répondre à la prochaine question. De quel animal s'agissait-il? Un chat? Qui a écrit et illustré le livre? Puis là, je veux une réponse. Parce que je vais l'attendre. Ça peut être bien long pour... Je suis très... Mon Dieu, je suis tombé pédagogue ce matin. Donc, ça aussi, c'est important pour vous de le savoir. En tant que professionnel, parce que le monde du livre s'englobe plein de métiers, vous en faites partie. En tant que professionnel du monde du livre, et puis là, il y en a une que je connais, que j'exclus, ne répond pas. Si je vous demandais de me nommer 5 autrices ou auteurs jeunesse au Québec, vous seriez peut-être capable, mais maintenant, si je vous dis, nommez-moi 5 illustratrices ou illustrateurs, alors là, ça va être un peu plus difficile, alors que l'illustration est tout aussi importante, si pas autant que le texte, parce qu'elle vient appuyer, et vous qui n'avez pas le temps d'en lire 20, souvent vous avez le temps de feuilleter, puis ça va peut-être être l'illustration et le texte en C4 qui va vendre l'album, qui va vous faire décider d'utiliser cet album-là. Maintenant, avant ça, Anne-Marie nous a présenté un livre avec une petite fille qui était envieuse. Qu'est-ce qu'elle avait volé? Parfait. Pourquoi je vous ai posé ces questions-là? Je le fais toujours, puis je le conseille de le faire. Des questions de participation, ça permet premièrement de comprendre, de prendre le pouls de notre lectorat, du niveau de compréhension, parce que la preuve, c'est qu'il y a même des réponses que c'est pas tout le monde qui pouvait répondre. C'est ça le défi de la lecture à voix haute, c'est qu'on est tellement habitué à cause de tous ces trucs-là, on est tellement rendu visuel. On va dire à quelqu'un, ah, montre-moi-le une fois, puis je vais le comprendre. Puis écris-le moi, mais fais pas juste me le dire, montre-moi-le une fois. Montre, ça veut dire que tu dois voir, et je vais comprendre. On n'est plus habitué à être auditif. Si je le demandais, je pense que 98% des gens ici, ben, finalement, tout le monde peut-être une, non, mais la plupart des gens sont visuels et pas auditifs. Et de plus en plus, les jeunes, c'est la même chose. Donc, quand on prend la peine de partager la lecture, parce que lire, c'est aussi se faire lire, prendre la peine de poser des questions de participation. Et des fois, Anne-Marie, elle a arrêté une de ses lectures en plein milieu pour poser une question. Moi, si j'ai un groupe, disons que je suis en immersion, ou si j'ai un groupe plus faible, même si je suis en régulier, il y a des années qu'il y a des groupes qu'on va avoir qui sont un peu plus faibles, et que dans mon chapitre 1, il y a le mot marécage. Les jeunes, ils ne savent pas parce qu'ils ne savent pas c'est quoi, et que je continue, je ne m'arrête pas. Et là, je m'arrête, mettons, à la fin du livre, puis je dis, bon, qu'est-ce qu'on trouve dans un marécage? Puis tout le monde me regarde en voulant dire, c'est quoi un marécage? J'aurais peut-être dû poser la question avant de continuer la lecture. Et surtout, si vous posez une question, il n'y a aucune main qui se lève, ça vaut peut-être la peine de faire un retour sur sa lecture. Peut-être que vous avez lu trop vite. Peut-être que ça mérite un complément d'information. Donc, ça aussi, il faut savoir être bon improvisateur quand on fait la lecture à voix haute, mais c'est du plaisir. C'est du plaisir. Mais c'est des petites questions de participation qui font juste vous permettre de prendre le pouls de votre groupe un peu mieux. Maintenant, Émilie est envieuse. Émilie, c'est une belle preuve quand on parle d'inclusion dans la littérature jeunesse.
souvent, on se dit, mais là, j'ai besoin d'un livre avec quelqu'un issu de la diversité. Puis, mais, ben, Émilie, elle est issue de la diversité, mais on sent Wallis. C'est pas important dans l'histoire. Et je trouve que c'est là le succès. C'est inclure des jeunes issus de diversité au pluriel, parce que les diversités sont plurielles, mais pas de parler parce qu'on s'en moque. C'était pas ça le but de l'histoire. Anne-Marie, je te remercie. Ben oui, puis j'ajouterais aussi, tu sais, pour susciter l'intérêt aussi quand on anime, comme le Crocou Champion, quand on arrive à cette page-ci, puis que je vous dis qu'il a vu, qu'il entend... Moi, ce que je fais avec un groupe, là, c'est difficile, on est à l'écran. C'est sûr que c'est plus difficile de faire toutes ces interprétations faciales-là, mais moi, je reste comme ça. Oh! Oh! Oh là là! Vous ne savez pas ce qu'il a vu. Puis là, je les tiens en haleine pendant une minute, là, peut-être pas une minute, mais 30 secondes. Puis qu'est-ce que tu penses qu'il a vu? Puis là, je les questionne, ça aide à faire participer. Puis tu les vois, là. Là, ils se disent, elle a vu quelque chose que je n'ai pas vu. Tu les vois, ils veulent avoir cette information-là. Donc, ça aussi, c'est vraiment de l'incarner. Puis ça, il faut connaître ces livres pour ça. Puis j'ajouterais une autre chose aussi, un autre élément. Tu as dit, Nicolas, s'ils ne répondent pas aux questions, il faut se demander si on a lu trop vite, s'ils comprenaient. Il faut aussi se demander si ça les intéresse. Parce que des fois, c'est plate pour eux. Ils n'ont pas aimé ce livre-là. Ça ne fait pas partie de leurs intérêts. C'est trop vieux, c'est trop jeune. On a mal choisi. On a mal choisi en fonction de la journée. Hier, je vous parlais des ateliers que je suis allée donner. C'est un lieu où c'était la 4e fois que j'allais donner des présentations de livres-là. Je savais que les enfants avaient souvent un niveau de connaissance du français faible parce que c'est beaucoup, beaucoup d'enfants, soit immigrants ou demandeurs d'asile. Donc, je savais que souvent, l'enjeu de la langue pouvait être présent. J'avais 30 minutes par groupe. Je ne savais même pas que j'allais avoir 2 groupes. Je pensais que j'allais avoir juste un. J'ai eu 30 minutes par groupe. Mais dans mon sac, j'avais 18 livres. C'est sûr que je ne leur ai pas lu 18 livres, mais j'ai choisi 18 livres que je connais bien, que je maîtrise bien. Certains qui sont vraiment des imagiers. Je me suis dit, s'ils ne connaissent pas la langue, au moins, je vais pouvoir travailler avec ça. Certains qui sont des histoires plus longues. Certains qui parlent d'acceptation de l'autre avec une histoire très simple. Certains qui... Donc, j'avais vraiment du choix. Et puis, c'est en arrivant sur place, en regardant l'énergie, l'atmosphère, le nombre d'enfants, leur âge. Là, je leur dis, comment ça va? Comment tu t'appelles? Des fois, ils ne sont pas capables de répondre à la question, comment tu t'appelles? Là, tout à coup, moi, j'ajuste. Au fur et à mesure, j'ajuste ma présentation. Mais ça arrive que je commence un livre, puis qu'après 4 pages, je me dis, ça ne les intéresse pas. J'ai mal choisi. Mais vu que je connais mon livre, je suis capable de résumer la fin, de le refermer puis d'en choisir un autre. Ça m'est même déjà arrivé de dire, savez-vous quoi, celui-là, j'ai l'impression que vous ne l'aimez pas. Est-ce que ça se peut? Puis là, il y a une réaction, puis je compose avec ça. Donc, c'est aussi d'avoir une grande diversité puis de pouvoir choisir. Puis aussi, toujours de se rappeler que ce n'est pas parce qu'un livre n'a pas pogné le jour 1 que ça ne marchera pas le jour 2. On peut le réessayer le jour 2. On va peut-être avoir un meilleur contexte. On va peut-être avoir acquis du vocabulaire au fil du temps. Il faut comme les garder puis les réessayer. Et je vous disais que c'était la 4e fois que j'allais dans le même groupe. Les Marceaux, je les ai apportés les 4 fois. Parce que je sais que c'est réconfortant. Il y a des enfants qui sont là à chaque fois. C'est une halte garderie. Donc, il y a des enfants qui vont être là à chaque fois, mais il y a des enfants qui sont nouveaux. Ceux qui sont là à chaque fois, ils se rappellent d'avoir déjà vu Marceau. Ils peuvent le dire aux autres. Il y a un petit gars qui était là, il était là les 4 fois, puis à chaque fois que je sors un livre, il disait « Oh non, pas lui, je ne l'aime pas. » Mais tu sais, il n'avait jamais vu le livre. Là, hier, à un moment donné, j'ai dit « Je pense que tu devrais l'écouter quand même, parce que ça arrive souvent que tu n'as pas envie d'écouter les histoires que j'apporte, mais finalement, tu as l'air d'aimer ça. » Puis là, l'éducatrice, elle a dit « Ah oui, c'est comme une habitude. » J'ai dit « Ah, c'est ça. » Puis là, à la fin, j'ai dit « Puis finalement, l'as-tu aimé? » « Ah ouais, ça, c'était un bon livre. » Fait que c'est ça aussi, on développe cette relation-là. Donc, écoute, Nicolas, c'est à mon tour de te céder la parole puisque j'ai présenté les ouvrages de chez Mammouth Rose et c'était, je vous disais, la petite sœur un peu de Saint-Jean et Nicolas vous présente la grande sœur ou le grand frère maintenant aux éditions Saint-Jean. Merci Anne-Marie. J'ai reçu des livres de Guy Saint-Jean, puis vous allez comprendre quand je vais vous les présenter un par un.
j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce qu'il y a des livres qu'on aime plus, il y a des livres qu'on aime moins dans la vie, parce que la lecture, c'est quelque chose qui s'appelle subjectif. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains, puis on a des goûts. Qu'est-ce que tu veux? C'est aussi simple que ça. Mais là, j'ai dit, lis-les. Premièrement, hein, je sais vivre. On m'a offert des livres, je vais prendre la peine de les lire. Et le premier que je lis, je me dis, je vais prendre celui que je pense le moins aimé. Donc, tu te dis, le pire va être passé. Avant de vous le présenter, je vais vous dire, ça me fait penser à quelque chose. La littérature jeunesse, elle est vaste, elle est large, elle offre de tout. Et il y a aussi le monde du magazine jeunesse. Les filles connaissent, surtout les jeunes filles, les garçons aussi, mais tu sais, il y avait le temps des cool, puis filles d'aujourd'hui, puis tout ça, puis à la fin du primaire, il y avait bien ça, même au secondaire. Et ça se retrouvait même dans la salle des profs qui le lisaient, puis j'en ai vu, si vous saviez ce que j'ai vu traîner. Et je me rends compte que de plus en plus, il y a du magazine brillant, intelligent. Je ne parle pas juste des débrouillards, mais il y a du magazine même adulte qui fait son chemin dans les écoles, souvent à la fin d'élémentaire. Bon, peut-être plus pour le secondaire, mais par exemple, Science et Vie. J'ai vu ça. National Geographic qui se retrouve dans l'un des... Je veux dire, c'est brillant. Et au secondaire, il y a une prof que je connais qui voyait tout le temps ses filles de 12 ans, qui sont arrivées avec, c'était soit cool ou filles d'aujourd'hui, l'un des deux, parce que là-dedans, il y a des tests. Tu sais, le test, là, dans le... Bon, et puis là, ça te dit, est-ce que tu es plus automne, été, printemps, est-ce que tu es plus barbe à papa, jujube, ou je ne sais trop. Et puis, cet ami-là, son conjoint, il est psychologue, et puis, il a conseillé, il a dit, amène-la. Puis il y a une revue pour grandes personnes qui s'appelle Psychologie. Alors, ça traite de plein de sujets autour de la psychologie, mais il y a un test là-dedans. Puis le test, il est un peu plus soutenu. C'est toujours en 15 questions d'habitude, souvent portant autour de, bon, mettons, le stress ou l'anxiété, portant des sujets sociaux. Puis elle leur a présenté la revue, puis les filles ont commencé à la lire. Finalement, la revue a été commandée par l'école. Et je me dis, le magazine, vu qu'il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts, on peut leur présenter un horizon et tout ça pour dire que je tombe sur ce livre, je suis quasiment... Non, je ne suis pas gêné du tout, moi gêné, qui s'appelle Amis pour la vie. Alors là, pendant que je parle, si jamais à portée de main, vous avez un papier et un crayon, vous allez découvrir des choses sur vous, je vous le jure. Ce sont justement une incursion dans le monde des quiz de magazines que les jeunes vont retrouver dans leur lecture de magazines. Alors, allons-y. Vous avez des bons amis. Prends-en une dans ta tête. Si ça peut être ta meilleure amie, c'est encore mieux. Tu vas te donner un point pour chaque réponse que tu pourrais répondre. Je ne te demande pas de réponse, je vais juste te dire note un point. Puis là, ça va aller vite parce qu'il y en a 20. Sais-tu quand son anniversaire? Oui, un point. Est-ce qu'elle tient un journal? Est-ce que tu le sais? Si tu le sais, mets-toi un point. Si tu ne le sais pas, quel est le nom de son toutou préféré? Donne-toi un point si tu le sais. On va abréger, je vais juste en faire 10 questions. L'aliment qu'elle déteste le plus? Donne-toi un point si tu le sais. Son déjeuner préféré? Donne-toi un point si tu le sais. Son deuxième orteil est-il plus long ou plus court que son gros orteil? Donne-toi un point si tu le sais. Sinon, honte à toi, tu ne le sais pas. La fête de l'année qu'elle préfère? Mettons, j'ai posé 10 questions. Fais ton pointage. Si je n'ai posé, si tu as 8 sur 8, tu connais très bien ta meilleure amie. Si tu as 1 sur 8 ou 1 sur 10, l'orteil, des fois, c'est un peu plus... Donc, il y a des tests qui s'appellent bof ou arc. Il y a des tests qui te demandent est-ce que tu connais bien ta meilleure amie, c'est-à-dire est-ce qu'elle est plus pantoufle ou Converse, est-ce qu'elle est plus rose ou n'importe quoi sauf rose, est-ce qu'elle est plus Harry Potter ou Cedric Diggory, est-ce qu'elle est plus chat ou chien, est-ce qu'elle est plus
bracelet à la tonne ou un chapeau rigolo, une casquette. Donc, c'est l'été en ce moment. Ça, c'est un livre qui est tombé à point. C'est un livre, honnêtement, que là, il est un peu rendu dégueu, puis il y a des jeunes qui ont écrit dedans. C'est un livre qui a sauvé la vie de beaucoup de mes amis parents qui sont partis à faire des longues routes en voiture, qui ont fait de la route. Tu sais, là, ça, là, tu mets ça entre les mains d'un ado, puis tu enlèves la table. Selon l'ado, évidemment, Anne-Marie. Bien, moi, j'ajouterais aussi, tu sais, on est à la rentrée scolaire, là, c'est un livre qui peut être vraiment le fun au début de l'année pour connaître vos élèves. Tu sais, leur faire passer des quiz, là, ça a l'air juste drôle, mais vous autres, vous apprenez plein d'affaires sur eux. Tu sais, s'ils disent, mettons, c'est quoi ça, Harry Potter? Bon, déjà, ils n'ont jamais entendu parler de Harry Potter. Mais vous pouvez, après que vous leur ayez fait faire des quiz, vous pouvez leur demander de, eux, créer des quiz. Donc là, on rentre plus dans une activité d'écriture où là, vous allez apprendre aussi à connaître leurs goûts, leurs intérêts, à qui voudrait faire passer un quiz. Donc, vous pouvez le virer de côté comme ça aussi, là, disons, à la semaine 2 ou la semaine 3, après les avoir découverts un peu. En voyant ce qu'eux vont poser comme question, vous allez en apprendre beaucoup sur eux aussi en début d'année. Et non seulement sur eux, sur vous, mais même en début d'année, si jamais vous faites un lunch entre enseignantes, entre bibliothécaires, entre conseillères, prenez-en un, puis faites-le entre vous juste pour le fun. Mais pas si vous prenez du vin, parce que moi, mes amis, un soir, ça leur est tombé entre les mains et j'ai été témoin. Et il y a un test qui a une conséquence où, après, parce que tu connais ton amie, est-ce qu'elle préfère la simplicité? Est-ce qu'elle est sportive? Est-ce qu'elle aime changer de tête de temps en temps ou elle est toujours la même? Et ce qui fait en sorte que tu dois choisir sa prochaine coupe de cheveux. Mais c'est qu'au final, là, il t'invite à aller chez le coiffeur avec des idées de gabarit, tout ça. Et vous savez que des adultes un peu éméchés peuvent avoir des idées aussi abruties que des enfants. Alors, c'est vraiment une partie de plaisir. Et ce qui m'amène à dire qu'un livre, c'est ça. C'est plein de choses. Ça ne peut pas juste... Là, c'était pire ce que je vais dire parce que c'est des quiz, là, mais il ne faut pas que le but du livre soit uniquement évaluatif de votre côté. Si à chaque fois que vous présentez un livre, c'est parce qu'il y a un test dans une semaine autour de ce livre-là ou d'un extrait de ce livre-là, évidemment que les jeunes ne vont pas développer le goût du livre pour le plaisir de lire. Lire va devenir un verbe d'action qui signifie une besogne, une tare, et c'est surtout ça qu'on ne veut pas. Donc, la lecture ludique, ça en prend. Anne-Marie, tu voulais rajouter quelque chose? Non, ça va. Bon, ben là, je continue dans la boîte de Guy Saint-Jean, puis je me dis, bon, c'est quoi ça? Là, je vois le mot jeu encore. Je dis, bon, vous voyez, je ne suis pas la personne qui joue le plus. Je lis plus que je joue, ton avis. Mais là, je me dis, ce truc-ci, ce livre, s'appelle Dehors, c'est le fun. Déjà, c'est un beau message à envoyer aux enfants. Et ça, peu importe la saison. Peu importe la saison. Alors, évidemment, il y a des expériences. Il va y avoir des idées de théâtre extérieur à faire. Mais qui plus est, c'est que c'est représenté comme un véritable documentaire. Le genre documentaire est un genre super important au primaire à l'élémentaire. C'est une lecture à la fois informative, mais intéressante. Dans les écoles à travers le Canada, les écoles primaires et secondaires, quand l'école a la chance d'avoir une bibliothèque à même l'école, le documentaire le plus emprunté, ça reste le même, peu importe la province, c'est le livre des records Guinness. Au Québec, en deuxième position, le documentaire qui est le plus emprunté, c'est un documentaire qui est voué pour des grandes personnes et pas pour des enfants, et c'est le guide de l'auto. Le guide de l'auto, bon, moi, c'est comme me donner un livre sur le hockey, je vais le lire si j'ai de quoi à préparer, mais bon. Mais un jeune qui prend le guide de l'auto, qui le dépose, qui vient me nommer 3 bolides et leurs caractéristiques, non seulement il a lu, mais il a retenu. Pourquoi? Parce que ça l'intéressait, tout simplement. Comme Anne-Marie disait, des fois, il faut rejoindre. Et puis là, bon, il tripe sur le guide de l'auto.
est-ce que, disons que je veux l'amener là, pour être un grand lecteur, une grande lectrice, est-ce que je peux lui présenter une bande dessinée où on présente des voitures ou des courses? Ricochet, par exemple. Bon, là, je ne me rajeunis pas, là, évidemment, mais bon. Mais c'est encore très bon. Ensuite, bon, la BD, ça passait, c'était déjà. Maintenant, est-ce que je peux trouver une série de romans où il y a des voitures? Puis là, oups, je l'amène dans le monde de la fiction, mais roman. Un documentaire, quand on dit que ça renvoie à l'information, les jeunes qui commencent, puis ça, je l'avais dit, je pense à Anne, c'est fascinant, puis là, vous allez découvrir ça. Les mots en R, les jeunes, à la fin de leur primaire, ils vont savoir dans leur subconscient que leur enseignante va leur donner une information quand ils entendent un mot en R. Parce que, bon, on s'en sert encore, là, les dictionnaires, il faut travailler notre grammaire, notre vocabulaire, et dans un documentaire, souvent, il y a une table des matières, un glossaire. Là, il y a beaucoup de choses à faire avec les mots qui riment en R. Juste ça, c'est fascinant. La table des matières, ce qui est chouette ici, c'est qu'elle est très ludique. Elle est très amusante. En fait, elle se présente, et je l'ai faite avec des gens, elle se présente comme un menu. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai volé un jour un menu dans un restaurant que j'ai amené dans un groupe, dans une école, et j'ai dit, bon, puis là, il y avait toutes les sortes de pizzas. À côté, tu as des petits points, puis tu as un prix. Fait que qu'est-ce que tu veux manger, puis ça te coûte tant de sous. Vous me suivez? Une table des matières, c'est ça. C'est le menu du livre. Qu'est-ce que tu as le goût de manger avec tes yeux? Donc, tu choisis un sujet. Puis là, le chiffre qui est à côté, ce n'est pas un prix, mais c'est où tu peux aller trouver ton mets dans le livre. Puis l'aborder comme ça, mais avec un menu, c'est mathématique, mais c'est clair. Et pour un gars qui est tout sauf mathématique, ça m'a permis de comprendre moi-même le documentaire. Alors, qu'est-ce qui a été testé par chez nous cet été? Il en reste encore des séquelles dans la rue, en arrière de chez moi. Crée ton propre laboratoire debout. Parce que tant qu'à faire une expérience, t'en veux une qui le fait. Donc, tu rassembles ce qu'il faut et surtout, ce qui t'explique, c'est que pour créer un laboratoire debout, et quand tu vois ça, j'ai dit, bon, évidemment, ça, c'est le laboratoire de luxe, parce que c'est pas tout le monde qui a ça dans le cours chez eux, là, on s'entend, l'installation. Et on te dit comment le faire de manière simple. Et ensuite, je lis ceci d'un papa qui l'a fait, qui s'appelle Benoît. C'est vraiment Benoît, je ne sais pas. Il dit, regarde, il dit fermeture de la garderie. Tous les jouets étaient à vendre, y compris la cuisinette à 20$, les bureaux à 10$, 54 ballons, puis le coffre à jouets pour 5$. J'ai tout acheté. Donc, des fois, il y a des places où on n'est pas obligé de tout acheter en neuf non plus, et ça permet aux enfants de comprendre recyclage, la récupération des objets et de jouer de faire ça. Mais après, vous gérez. Hein. Moi, je donne les mauvaises idées, je le fais et ensuite, je m'en vais avec mon livre et je rentre chez moi. Par contre, on apprend aussi dans le documentaire. Quand j'arrive ici, découvre ce qui est bon à manger dans la nature. Donc, les enfants ne sont pas abrutis, ils ne vont pas prendre tout, tu sais, s'il y a une baie blanche, weird, ils ne risquent pas de la prendre. Par contre, moi, il y a des enfants qui j'ai présenté le livre, ils ont dit « Ah, c'est pour ça que mon chien a été malade. » Les chiens qu'on promène, là, eux aussi, ils ont plus porté que nous à manger n'importe quoi. Puis ça aussi, tu fais comprendre quelque chose aux jeunes de manière différente. En fait, c'est le jeune qui a amené cette réflexion-là, dire « Ah, ça doit être pour ça que mon... » Puis là, il m'a expliqué évidemment comment le chien était malade, ce que je n'étais pas nécessairement obligé de savoir, mais bon. Et c'est surtout, on comprend que dans la nature, il y a des collations naturelles. Ça, c'est le fun de dire, c'est des collations. Je trouve que le livre a trouvé un moyen de rendre ludique le vocabulaire pour quelque chose qui aurait pu être très ardu, scientifique, et surtout, il est beau. Puis ça, je trouve ça important de le dire parce que
tu veux qu'il soit lu, puis un jeune, si le livre il est laid, imaginez si l'éditeur avait mis une typographie très dactylo, avait pris toutes les illustrations pour les mettre ici, puis avait mis du gros texte en tout petit, en continu ici, ça n'aurait pas été lu de la même manière. Cette fois-ci, toutes les informations sont décortiquées, ce qui permet la compréhension de l'information. Maintenant, on vous parle de pissenlit, que les feuilles de pissenlit de plus en plus, même vous dans vos salades, je n'hésite pas, les mûres, les pommettes, est-ce que ça se mange? Les petites pommettes. Moi, je voudrais dire que ma mère, elle fait à chaque année des pommettes dans le sirop. Puis c'est bon avec des côtelettes de porc. Et ça se mange. Les pommettes, ils ont été macérées. Les pommettes, en fait, manger la chair, ce n'est pas recommandé, mais juste faire un trou et sucer le jus, c'est parfait. Donc, qui savait ça? Personne ici. Prenez n'importe quel documentaire voué à la jeunesse, puis même vous êtes sûr d'apprendre au moins un élément nouveau. Puis ça, un enfant qui apprend ça, puis qui voit des pommettes, ou qui en a proche de chez eux, je te jure qu'il y en a pour une semaine à répéter cette information-là à tous les adultes qu'il connaît parce qu'il va se sentir aussi intelligent et avec raison. L'oxalide dressé. Tiens, Anne-Marie, tu nous en parler des laits de Mélanchier? Oui, j'ai un amélanchier devant chez moi que la ville a planté sur mon terrain. Mais oui, il y a des amélanchiers. Puis ça, d'ailleurs, si vous êtes de la région de Montréal, je peux vous faire la petite chronique horticole. La ville a planté beaucoup d'arbres fruitiers, dont des amélanchiers. Puis aussi, il y a on peut trouver des framboisiers assez facilement dans la nature. On peut trouver des framboises noires. On peut trouver toutes sortes de fruits. Puis moi, j'ai un circuit de course à pied. Puis à une certaine période de l'été, mon circuit est entrecoupé de collations parce que, puis des fois, je manque de motivation pour aller courir. Alors, je me dis, rends-toi jusqu'à la Mélanchier. Puis là, je me fais un petit snack à la Mélanchier, puis après ça, il faut bien que je revienne. Donc, ça peut aussi servir à des motivations de course. Mais la Mélanchier, c'est une baie qui ressemble. Il paraît que c'est dans la famille des pommes, hein, dans la famille du pommier. C'est une petite baie qui ressemble un petit peu à un bleuet, là, physiquement, mais qui goûte un mélange de poire et d'amande. C'est délicieux. Là, on a la mélanchier, on a le fruit d'églantique, on dit que c'est très acide. Les fleurs de violette. On a une petite liste. Et là, je dis, bon, là, ça s'appelait quoi le chapitre? Déjà, les jeunes me le rappellent. Ben, c'est savoir ce qui est bon à manger dans la nature. OK? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à la liste? Qu'est-ce qu'on retrouve dans la nature qu'on peut manger, qui n'est pas sur cette liste? Les champignons, Madame Anne, je vois. Absolument des collations comme lesquelles il y a les champignons. Est-ce que, puis là, il y a un jeune qui m'a dit une racine. J'ai dit oui. J'ai dit laquelle. Je ne le sais pas. J'ai dit donc, toi, tu as faim, puis tu creuses, puis première racine, il dit bien non. Je dis bon, mais laquelle tu choisis? Il dit je ne sais pas. Je dis mais ça se mange ou ça ne se mange pas? Il dit oui. J'ai dit mais comment tu le sais? Il dit ben je le sais. Puis c'est ça un jeune. Il sait parce qu'il sait. Puis monsieur, c'est évident parce que c'est évident. Puis ça finit là. Alors que non, il faut quand même développer. Puis ça, quand les jeunes, et je leur dis, se posent une question, va à la bibliothèque. Souvent, la réponse s'y trouve. On aurait pu ajouter d'autres choses. Selon le pays où on se trouve dans la nature, on aurait pu ajouter des noix, puis là, imaginez toutes les sortes de fruits. On aurait pu ajouter plein d'autres choses. Alors, voilà. Avec ce livre, oui, Anne-Marie? Je ne voudrais pas te voler un punch qui s'en vient. Mais comme on a déjà fait la présentation ensemble, je ne me rappelle pas qu'on avait parlé, qu'on avait fait ce lien-là. Mais avec les pages que tu viens de présenter, je ne sais pas si tu as auprès de toi l'herbier. Parce que je ne l'ai pas très loin sinon. Parce que ça ferait un beau lien de partir des ouvrages dans Dehors, c'est le fun, puis aller vers le premier herbier des Arts du Québec. Ça aussi, honnêtement, il y a un travail de qualité esthétique, je trouve, dans ces livres-là qui est franchement remarquable. Et sachez que ça explique. Aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ils sont abordables.
les documentaires chez Guy Saint-Jean. Premièrement, un livre neuf, c'est cher. Okay? Si tu prends une mère qui va avec ses 2 enfants dans une librairie, elle veut le nouveau Marie Laberge, 30$. Sa plus vieille, elle veut la BD des Nombris, 18,95, mettons 20$. Puis le jeune, il veut le nouveau roman, le nouveau Geronimo Stilton, ajoute 15$. Mais là, déjà, ça, c'est tu peux faire les lunchs pour la semaine là, avec cette transaction-là. Donc, les bibliothèques sont très importantes. On a une richesse au Canada, en Amérique, en fait, ce sont les bibliothèques publiques. Et honnêtement, quand c'est le temps de la canicule, au Québec, il y a 2 endroits qui sont toujours climatisés. Ce sont les bibliothèques publiques et les musées. De grâce, profitez-en. Par contre, le prix des documentaires peut s'expliquer du fait que moi, si j'écris un roman, il y a quelqu'un qui s'appelle une réviseur qui va tout relire pour voir te coucher les jeunes un mercredi soir, mais le lendemain, c'était dimanche matin, il faudrait que tu revoies ça. Donc, la cohérence du texte et tout ce qui ne va pas. Une personne. Un documentaire, il faut que chaque date, chaque fait, chaque lieu soit vérifié. Ça prend une équipe de réviseurs pour vraiment arriver au terme du projet. Ça se paye, ces gens-là. Ça explique un peu le jeu. Alors, partir à la chasse aux feuilles. J'adore l'idée de dire partir à la chasse aux feuilles parce qu'il faut que ce soit aussi le fun qu'une chasse aux insectes, faire un herbier. Alors, on commence par les enfants. Nomme-moi 2 arbres différents. Non, qui est capable de me nommer 2 arbres différents? Qui est capable de m'en nommer 3? Qui est capable de m'en nommer 4? Qui est capable de m'en nommer 5? Tu en as tout le temps un enfant. Nomme-moi-les. Et là, la partie plaisir. Et des fois, je demande à demandez aux enseignants, demandez-le aussi. Par exemple, le peuplier pommier, puis ici, on va avoir un zoom sur l'écorce ou un bout du tronc. La feuille, c'est dans quelle feuille? Donc, vraiment, c'est un documentaire semi-iconographique. Et ça, là, pour grasper l'information rapidement, c'est super important. Évidemment, là, j'arrive à le faire. On a la feuille. Et vous vous doutez où vous allez venir coller votre feuille si jamais vous en trouvez une. Ce qui fait que ces livres-là me rappellent la guerre des tucs, c'est-à-dire c'est des livres qui sont faits, qui ont pour mission, oui, de faire lire, mais d'envoyer les jeunes dehors. Et ça, je trouve ça franchement chouette. Pour terminer, puis je vois le temps filer, mais je vais garder du temps aussi pour le mot de la fin. Et pour vous, dans dehors, c'est le fun. Là. À la fin des classes, vous-même, vous allez voir qu'il y a des journées où on va à l'extérieur. Ce n'est pas une journée pédagogique parce qu'on est à l'école, mais c'est une journée où on peut s'amuser. À la fin du livre, là, et ça, il fallait le faire, ils nous donnent des jeux de cours d'école à l'ancienne. Red Rover, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça, peut-être que je suis trop vieux. Kick la canne. C'est quoi? Simon Says, Simon dit, bouge pas. Et mon préféré, c'est le segment comment transformer tes poupées en zombies. Dehors, dans un cimetière que tu fais, même si tu as juste un petit lapin de terre, ça, c'est. Il y a de tout et n'importe quoi, mais tu te couches plus brillant le soir après avoir utilisé ce livre. Ce qui m'amène à faire une suite logique, et là, je regarde le temps qui file. De plus en plus, les sciences sont abordées en classe, mais de manière amusante, et on fait souvent le lien entre la science et la magie. D'ailleurs, il y a beaucoup de magiciens qui font de la science, même dans les écoles. Peut-être que vous en connaissez, je ne veux pas plugger personne, mais bon. Sinon, il y a Yannick Bergeron qui a fait les livres des expériences pour tous les livres d'expérience pour les explorateurs, les débrouillards. Et je suis tombé sur un livre de Jonathan Adolphe
qui est fascinant. Alors, c'est un labo. Puis là, encore là, à chaque fois que je vais lire un mot labo, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont nous demander d'acheter ou qu'est-ce que ça prend? Puis, mais quand le titre s'appelle « Mon labo dans un pot maçon », je me dis, c'est peut-être accessible. Et là, je demande aux jeunes, c'est quoi un pot maçon? Déjà, s'il n'y en a pas un qui peut répondre, commencez avec ça. Ayez-en un pas loin d'ailleurs, si vous aimez, je dis ça de même, mais c'est juste un conseil d'amis. Mais pour vrai, ça a l'air anodin, mais il y a un titre, il y a un mot sur le titre qui est maçon. Si les jeunes ne savent pas c'est quoi un pot maçon, oui, ils sont capables de faire une expérience là-dedans, ils vont comprendre comment, mais ça serait quand même la base. Un jour, quelqu'un a remarqué qu'en mélangeant du lait et du sucre, puis en les refroidissant rapidement, on obtenait un dessert crémeux, ni solide, ni tout à fait liquide. Là, développer son esprit critique, c'est ça. Donc, je dis aux jeunes, sans aller sur Internet, là, on n'a pas le temps, ouais, avec ce que tu sais déjà, de quoi tu penses que je parle? Vous êtes d'une intelligence, je vous l'ai dit, remarquable. Vous vous doutez que je parle de... Dites-le, sinon là, je vais être inquiet. Il va falloir recommencer du début dans les amis. Bon, merci de crème glacée. La science n'est pas seulement la matière que tu dois apprendre en classe. C'est une façon de penser. La science nous permet de résoudre de nombreuses énigmes à l'aide de notre raisonnement et de nos expériences. Les pots maçons servent habituellement à traiter les aliments à température élevée dans le but de prolonger leur durée de conservation. Est-ce que maçon, ça peut s'épeler d'une autre manière? Est-ce que ça veut dire la même chose? Faites-le de la tête, là, je vais vous dire. Bon, mais ça aussi, mais un maçon écrit de l'autre manière, parce qu'ils vont tous vous dire, oui, ça peut s'écrire d'une autre manière. OK, mais de quelle manière déjà? Même s'il... Puis qu'est-ce que c'est un maçon? Parce qu'on s'entend qu'il y a des métiers qui se perdent, là, puis ça, c'est pas tous les matins qu'il y a des femmes qui font un lunch dans un Tupperware pour leur mari maçon aujourd'hui. Alors, ça aussi, c'est la langue française, elle est riche, et puis maçon peut s'épeler de... Et c'est quoi deux mots qui s'épellent de manière différente, mais qui ont le même son? Ça, c'est tout ça là, à partir d'un livre de science. Nicolas, si tu lis le titre de ton livre, c'est un labo dans un pot. Maçon. Maçon. Parce que c'est un pot mason. Et voilà. Ah ah! Alors, c'est pas un maçon non plus. Moi, mon beau-père s'appelle Maçon, avec 2 S. Et il ne s'appelle pas Mason. Donc, ça aussi, ici, on dit un pot maçon parce qu'on est habitué de dire un pot maçon, mais en réalité, la marque, c'était Mason. Oui, tu as tout à fait raison. Sachez que ce livre a gagné quelques années de reprise. C'est en anglais, donc le livre a voyagé. Le Mom's Choice Award. Je pense aux États-Unis, c'est des mères qui se regroupent et qui font comme un jury, qui choisissent les meilleurs livres jeunesse de cette année que leurs jeunes ont lu. Alors, l'idée, c'est de résoudre des énigmes grâce à une méthode scientifique. Il faut d'abord se poser une question. Ensuite, on va à la bibliothèque. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on t'explique comment, à la maison, tu peux faire ton propre musée. Ou en fait, à l'école, c'est encore mieux parce qu'on a plus d'espace. Pour faire son propre musée, exposer les objets que tu as trouvés dans la nature, mais évidemment, les plumes ensemble. Il faut mettre les pierres parce qu'on peut avoir un segment géologie. Et moi, je dis aux classes, puis ceux qui l'ont essayé, ça a marché, mais du feu de Dieu, faites votre propre cabinet des curiosités. Les tablettes, on ne peut pas se battre contre tout ce qui est écran. On peut se joindre aux écrans. Donc, le temps d'écran, montrez-leur c'est quoi
allez sur YouTube, trouvez le plus weird que vous pouvez, mais regardez l'extrait avant, là, n'est-ce pas? D'ailleurs, même les livres, hein, n'importe quel livre, lisez-le avant de le mettre entre les mains d'un enfant parce qu'on ne sait jamais. Des fois, il y a une phrase dans le livre qui peut faire toute la différence. Donc, vous leur montrez à l'écran un cabinet de curiosité que vous aurez préalablement trouvé, puis là, vous en faites un en salle de classe. Ça fonctionne tellement bien. Les jeunes, ils ont tellement... Puis vous allez voir que ce qui est curieux, puis quand on dit curiosité, on s'entend que c'est plus une bizarrerie, mais vous allez voir ce qui est bizarre pour un ou même dégueu pour l'est pas nécessairement pour un autre. Puis ça aussi, il y a des discussions à avoir, puis on s'amuse, quoi, puis de classe en classe, on peut se promener pour voir ce que les autres élèves ont fait. Si tu permets, Nicolas, on peut aussi faire le cabinet de curiosité. Tu sais, dans le temps de l'Halloween, là, à partir de romans d'horreur, tu sais, fait que vous pouvez leur mettre différents romans d'horreur à leur disposition. Puis dans les romans d'horreur, mais souvent, il y a une araignée, un ossement, un rat, un fantôme. Puis les éléments du cabinet de curiosité peuvent être tirés d'un roman d'horreur. Puis après ça, on fait une petite légende, un petit cartel dans l'exposition où on a l'extrait du roman qui parle de cet élément-là. Puis après ça, on peut faire une visite de l'exposition, par exemple, par les autres classes. Donc là, on va l'intégrer aussi. Ou ça peut être dans des documentaires, ou ça peut être... Mais de trouver notre inspiration de cabinet de curiosité aussi dans certains livres, ça peut être amusant. Oui, puis les jeunes nous mettent leur nom sur le pot, comme ça, tu observes ce qu'il y a dedans, puis tu le sais, ça appartient à quel élève. Mais faites attention parce que moi, j'en ai vu des affaires, comme tu disais, un jeune, demain, t'amènes ta curiosité, ta bizarrerie, mettez soit des balises ou acceptez tout, parce qu'il y en a une, elle est arrivée, elle dit, ben, tiens, hier, j'ai coupé mes ongles d'orteil. L'autre, c'était toutes les dents qu'il avait perdues depuis qu'il avait commencé à perdre ses dents, chose que je ne veux pas voir. Et il y avait un pot maçon vide. Puis, évidemment, il fallait que ça tombe sur un élève qui s'appelait Kevin. Puis, ça fait juste rendre l'histoire plus drôle parce qu'on a tout un petit truc. Bon, j'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est un pet. Je dis, comment c'est un pet? Il dit, ben, hier, j'étais dans le bain, puis j'ai pris le Pro Mason, je l'ai mis à l'envers, j'ai pété, la bulle est rentrée, puis je l'ai fermée. J'ai amené mon pet à l'école. Là, je dis, c'est pas vrai. Puis il dit, oh, oui, regarde, là, non, je ne veux pas que tu rouves ceci. Mais en même temps, il est brillant, je veux dire, il est brillant, le petit gars. C'est un enfant qui veut juste pas le faire. Inquiète-toi pas, il n'y a personne qui va aller tester, voir si c'est vrai ou pas qu'il a mis un. Bon. Alors, sachez que peu importe leur âge, les jeunes ont tous un héros ou une héroïne qui sommeille en eux. Et on vous présente souvent des documentaires où on va vous présenter Terry Fox, des joueurs de hockey, Rosa Parks, et ainsi de suite. Cette fois-ci, on vous présente 29 héros et héroïnes, mais enfants, des jeunes, qui ont fait toute une différence aussi grande que des adultes. Là, je vais passer vite. Donc, je vais juste vous présenter, pour vous montrer comment il est présenté. Donc, on a Greta ici, que tout le monde connaît bien. Et on va avoir en paragraphes séparés quelques bribes d'informations. Ce qu'on a fait, parce qu'à un moment donné, faire un travail de documentaire avec les jeunes, autant qu'il y a des jeunes qui traitent documentaire, qu'il y a des jeunes, bon, ils vont s'en servir dans un cadre scolaire, mais on peut joindre l'utile à l'agréable. Maintenant, Greta, OK, on passe nos documentaires, parce que là, ce qu'il faut faire, je vais vous demander sur une feuille de me faire une bande dessinée en 6 cases autour de ce que tu viens de lire. Donc, tu vas me faire une fiction. Puis, c'est pas facile en ça parce qu'il faut, ça a une structure. Puis 6 cases, ça n'a pas l'air de beaucoup, mais déjà, il faut qu'il y ait façon. Les petits dessins, les bulles, donc il faut que tu comprennes c'est quoi des dialogues. Juste ça, c'est intéressant. Ça fait faire un travail d'écriture, mais autrement, à partir d'une lecture informative. Pour terminer, je passe des humains aux animaux parce que franchement, là, ça fonctionne tellement tout le temps. Premièrement, Camilla de la Bédoyère, c'est un nom que vous allez apprendre à connaître dans votre carrière, qui en a fait plein. Les animaux les plus épatants du monde. Alors, les jeunes, ils connaissent bien Superman, Batman, Iron Man, mais des animaux super-héros, est-ce que ça se peut?
on va se rendre compte que oui. Même qu'on se rend compte, les chiens, et là, on va vous présenter un chien qui avait sauvé, bon, bien des gens. Je n'ai pas le temps de tout lire, mais je vais vous montrer que c'est pas qu'il y a du texte en continu, il y a aussi des pages où ça va vraiment être fun facts. Puis ça, c'est ce que même nous, on aime le plus, c'est des curiosités qu'on ne s'attendait pas. Par exemple, l'ours polaire, il est de quelle couleur? Il est blanc. Sa peau, elle est noire. Comme ça, quand le soleil reflète, ça réchauffe plus facilement le sous-poil et tout ça. Quelque chose que j'ai appris dans un livre jeunesse. Même aujourd'hui, les scientifiques n'ont aucune idée du moment ou de l'endroit exact où se produira le prochain séisme. Alors, comment les animaux arrivent-ils à le savoir avant les humains? Et là, les jeunes en savent plus que nous. Il y en a qui, puis tu ne t'attends pas à ça, mais ils vont dire « Ah oui, oui », puis il y en a qui vont ramener ça à leur chien ou leur chat à eux, ce que leur animal fait juste avant un orage électrique ou c'est selon. Puis là, on dit « Bon, on part à partir de ce que tu connais déjà. » Et puis là, vous l'apprendrez dans le livre. Là, bon. Là, je demande qui a un chien? Parce qu'on est parti de cette question-là. Ceux qui en ont un lèvent la main. Là, je leur demande c'est quoi comme chien? Et du Chihuahua au Yorkshire, au Doberman, au Labrador. Là, je leur dis, mais tous les chiens viennent d'un animal. C'est lequel? Ils savent que c'est le loup. Mais je leur dis, comment ton Chihuahua peut être parti de là? Et c'est ça qu'on découvre, parce que c'est ça qu'ils ne savent pas. Ils savent que le chien vient de la grande famille, ils font partie de la grande famille du loup. Mais pourquoi le Chihuahua fait partie? Comment il est devenu Chihuahua, ton loup? C'est ce bout-là qu'ils savent. Puis c'est ça qui est intéressant parce qu'on a souvent des bribes d'informations super intéressantes. Évidemment, on va vous présenter un peu comme dans le livre des jeunes héros, héroïnes, on va vous présenter des chiens et d'autres animaux qui sont devenus des super-héros et que les jeunes connaissent souvent grâce, parce que ces histoires-là ont souvent fait figure de films ou de livres de fiction. Par exemple, Balto. Je ne sais pas si ce chien-là vous dit quelque chose. Alors, voilà. Vrai ou faux? Les scientifiques, encore aujourd'hui, ne savent pas quand, où et se produira un prochain séisme. Vrai ou faux? Vrai. Les chiens sont des canidés qui descendent de quel animal? Le loup. En quelle année on a imprimé ce livre-là? Puis là, les jeunes, ils se grattent la tête, ils se grattent le menton, ils se grattent même où ils veulent. Puis là, je ne leur ai pas dit, mais ça me permet de leur faire découvrir que si tu veux le savoir, avant la page 1 de ton livre, quand tu rouvres ton livre, il y a une page que tu sautes tout le temps. Ce n'est pas intéressant nécessairement, mais si tu as besoin de savoir en quelle année qui a été fait ton livre, là, je t'apprends où aller chercher l'information. Puis juste savoir ça, c'est savoir comment se repérer dans un livre et je trouve que c'est important. Et c'est des réflexes faciles à inculquer qui vont lui suivre toute leur carrière de lectrice et de lecteur. Voilà ce qui était. Écoutez, je vous aide d'une patience géniale parce que je sais qu'Anne-Marie et moi, quand on part et on délire, on en a chaud. Et ça fait beaucoup de livres à présenter. Anne-Marie, je vais te laisser la parole si tu veux. Merci. Je vous ai glissé la bibliographie dans la conversation. Là, en début de rencontre, j'étais trop énervée, j'ai oublié de le faire. Alors là, j'ai glissé la bibliographie. Donc, cette bibliographie-là, vous y trouvez évidemment tous les titres, les ISBN. Nous, on ne fait pas la vente de livres pouce carré, donc dépendamment du lieu où vous êtes situé. Si vous nous écoutez à partir du Québec, bien sûr, on vous invite à aller vous procurer les livres que vous souhaitez avoir dans les librairies agréées qui sont en lien avec vos institutions scolaires en vertu de la loi C-51. Si vous êtes hors Québec, vous pouvez vous procurer ces livres à l'endroit de votre choix, que ce soit votre librairie de quartier qu'on vous encourage à encourager ou directement auprès de l'éditeur ou d'une librairie au Québec. Donc, vous avez toute la bibliographie avec les titres, les couvertures de livres qui vous a été glissée dans la conversation.
Puis moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des questions? Donc, jusqu'ici, on a vu autant des ouvrages de fiction que des documentaires. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce qu'il y a des livres parmi ceux qu'on vous a présentés qui vous appellent particulièrement, qui vous intéressent? Donc, je pourrais vous laisser quelques minutes peut-être si vous voulez prendre la parole. Je vois que Mme Anne a levé la main. Oui, bonjour, hey, merci. J'ai écrit en privé à Nicolas parce que je l'ai reçu le quiz de filles, puis j'avoue que ma réaction était comme « Ah, OK ». Et comme je parle des livres que j'aime, sérieusement, j'allais l'oublier. Puis là, ben merci parce que c'est important, ce genre de conférence-là, parce que là, j'ai des idées. Je vais faire du pouce sur une idée nommée par Nicolas. Fait que je voulais vous dire merci. Ce genre de moment-là est important parce que j'aurais passé à côté de le présenter. Il m'intéressait plus ou moins, mais là, c'est parti. Alors, c'était le commentaire. Ben, merci beaucoup, Anne. Puis je tiens à dire que Anne en lit un puis un autre. Puis c'est ça quand Anne-Marie vous disait le nombre de nouveautés. Donc, Anne, juste en librairie par semaine, le nombre de nouveautés. Normalement, en tant que, surtout quand on est quand on est conseillère, la pile de livres à lire est 6 pieds de haut. Donc, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut faire des choix, qu'est-ce qu'on lit en premier. Puis, on a des réflexes d'humains et de lecteurs qui ont des goûts quand c'est le temps de faire des choix. Puis, il y a des choses qui ne seront pas lues et c'est normal parce qu'il y a quelque chose dans la vie qui s'appelle le temps. Et puis, ça prend ça. Anne-Marie? Moi, j'allais dire aussi, on a parfois tendance à regarder les livres avec nos yeux d'adulte. Moi, mes yeux d'adulte, quand je vois de la boue, la première chose à laquelle je pense, c'est « Ah, ça y est, on va se salir. Puis il va falloir que je nettoie. » Mais ces livres-là, ils sont faits pour les enfants, puis ils sont faits pour, puis si on ne fait que donner aux enfants des livres qui nous paraissent bien avec nos yeux d'adultes, je ne pense pas que c'est la stratégie gagnante pour donner le plaisir de lire, parce que c'est pas aux adultes qu'on veut donner le plaisir de lire, c'est aux enfants, puis c'est pour les enfants que ces livres-là ont été faits. Puis dans un cas comme celui-là, je pense que le meilleur test, c'est de laisser traîner le livre. C'est-à-dire que dans votre collection, vous pouvez avoir des livres qui sont des livres que vous avez choisis, là, que vous trouvez qui sont pertinents et tout ça, puis des livres pour lesquels vous avez un petit doute. Ah, il y a peut-être quelque chose, ça pourrait intéresser une telle. Puis ce livre-là, on le laisse traîner, puis on regarde la réaction des jeunes, on regarde comment, est-ce qu'ils le prennent, est-ce qu'ils le feuillettent, est-ce que ce livre-là est emprunté plus souvent que les autres? Pourquoi? On va aller parler aux enfants aussi, savoir pourquoi vous l'avez aimé, ce livre-là. Dans le cas de certains albums, il y a des albums qu'on lit puis on se dit « Ah, d'accord, c'est une proposition intéressante. » Mais puis là, tout à coup, quand on l'anime auprès d'un enfant, on voit la réaction de l'enfant, on voit ce qui se passe. Il y a des albums qui sont faits pour être lus à voix haute. Il y a des albums qui sont faits pour avoir une interaction avec les enfants. Donc, il y a ça aussi, c'est de l'essayer, c'est de le travailler avec un enfant pour voir sa réaction aussi. Puis Amis pour la vie, je trouve que c'est vraiment un bon exemple de ça parce que c'est en le voyant entre les mains je vais être bien genrée, mais entre les mains de deux adolescentes de 12 ans et demi, qu'on va voir comment la mayonnaise peut prendre puis que ça peut fonctionner. Puis c'est aussi des livres qui font en sorte que les jeunes ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de lire. Donc, c'est une lecture qui devient un petit peu utilitaire parce que pour réussir à faire le quiz, il faut que je lise. Mais tout à coup, ils vont avoir lu 20 pages sans se rendre compte. Puis, finalement, pour conclure ce petit argument, je vous dirais que si vous avez des fois des activités avec des objectifs de lecture, disons, on se donne l'objectif de lire tant de pages ou considérer ces livres-là aussi. Il faut démontrer aux enfants que s'ils lisent une page de documentaire, de guide de l'auto, de quiz, de roman, d'album ou de livre de recettes, ça a la même valeur. Ils ont lu une page, c'est une page. Parce que l'effort qu'ils vont avoir, ou de bande dessinée ou de manga, l'effort qu'ils vont avoir déployé pour le lire, ça a la même valeur que pour lire une page de roman, par exemple, là, ce qu'on va considérer comme étant un vrai livre normalement. Donc, voilà. Alors, on achève cette première présentation. Je ne sais pas, Nicolas, si tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on conclue. Vous remercier, premièrement, de prendre de votre temps pour
vous faire la lecture, découvrir des livres, échanger avec nous autour de ces découvertes littéraires-là. Et on souhaite que vous restez avec nous toute la journée parce que ce n'est qu'un début. Et on se retrouve dans quelques minutes avec une autre pile de livres tout aussi extraordinaire pour vous faire délirer encore davantage.